Bonjour, chers téléspectateurs de la plateforme Ma Classe Mobile. Nous revoici encore pour faire le deuxième numéro sur la méthodologie, plus précisément sur le commentaire de texte. Parce que dans la première séance, nous avions fait la dissertation philosophique avec les 3 points essentiels. Une introduction qui comporte amener un sujet, poser le sujet, problématisé. Le développement qui est composé de la réponse aux questions posées dans la problématisation. Et la conclusion qui est tout simplement un rappel des points essentiels du développement, la réponse à la question que constitue le sujet, une réponse claire et précise, et enfin l'ouverture, si possible, de la perspective. Aujourd'hui, nous sommes encore amenés à faire la méthodologie sur le commentaire de texte, n'est-ce pas? C'est très important parce que, tout simplement, on a senti que l'épreuve de philosophie comporte beaucoup d'hécatombes dans les examens. Ceci est dû peut-être à un problème méthodologique. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les élèves à visiter ce site afin tout simplement d'améliorer les capacités intellectuelles, etc. et surtout la méthodologie. Donc, si on veut commencer cette partie qu'on appelle le commentaire, on sait que tout commentaire de texte se présente sous forme de texte. C'est un texte. On propose à l'élève un texte, n'est-ce pas? Et le plus souvent, on dit qu'en philosophie, les textes au bac ne dépassent pas 10 à 15 lignes maximum. C'est un petit texte de 10 à 15 lignes et les indications ou bien la directive qui est donnée à l'élève, c'est commenter et discuter le texte, n'est-ce pas? Donc, on donne à l'élève un texte et on lui dit commenter et discuter le texte. Donc, pour que l'élève puisse aborder le texte convenablement, il lui faut d'abord, dans la première phase, ce qu'on appelle lire et relire attentivement le texte. Parce que quand on donne un texte à un élève de CM2, il peut lire le texte, n'est-ce pas? Mais quand on dit lire un texte, c'est lire entre les lignes. Et donc, il y a une manière de lire un texte. Lire un texte, c'est d'abord, n'est-ce pas? Je peux mettre ici, c'est d'abord recenser tous les points qui sont contenus dans le texte, les encadrer et les numéroter. N'est-ce pas? Recenser les points, recenser les connecteurs logiques, n'est-ce pas? Et commencer à se poser des questions sur ces phrases-là, n'est-ce pas? J'ai le nombre de points, ça me permet d'avoir le nombre de phrases contenues dans ce texte. Alors qu'on sait que tout texte est un ensemble de phrases cohérents où l'auteur est en train de mener un argumentaire, n'est-ce pas? Il est en train d'expliquer. Je dis le plus souvent, la meilleure manière pour expliquer, il n'y a que 2 façons. Ou bien, on donne une affirmation, ensuite on étaye cette affirmation par 2 ou 3 arguments. Ou bien, on donne 1, 2, 3 arguments et on donne notre affirmation. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans un commentaire de texte, toutes les phrases sont importantes, mais l'élève doit accorder une importance capitale à la première phrase ou bien à la dernière phrase. Parce que le plus souvent, la thèse de l'auteur est contenue dans cette première phrase ou bien dans cette dernière phrase. Ce n'est pas une loi maintenant, mais il faut accorder une importance capitale à ces phrases-là. Donc, il faut recenser le nombre de phrases, n'est-ce pas? Il faut recenser les connecteurs logiques entre les phrases, parce que les phrases, n'est-ce pas, ne sont pas juste à poser sans lien. Il y a des liens, il faut chercher les connecteurs logiques. Et enfin, il faut revenir se poser 2 questions pour chaque phrase, n'est-ce pas? Et la question qu'on va se poser, c'est quel est le sens de la phrase et quelle est sa pertinence. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'auteur veut dire dans la phrase et pourquoi il le dit, n'est-ce pas? Une fois que l'élève a lu le texte, n'est-ce pas, a encadré tous les points qui lui donnent le nombre de phrases, il a recensé tous les connecteurs logiques et pour chaque phrase, il a posé la question, qu'est-ce que l'auteur veut dire dans la phrase, c'est-à-dire quel est le sens de la phrase
Et pourquoi l'auteur le dit, c'est-à-dire quelle est sa pertinence, l'élève commence à avoir une idée claire du texte. N'est-ce pas? Et c'est ça le travail à faire au préalable. Pour arriver à quoi? Pour arriver à ce schéma-là. N'est-ce pas? Dans ce schéma-là, nous allons voir, n'est-ce pas, l'élève doit savoir, quand on lui donne un texte, quel est le thème du texte, ou bien quels sont les thèmes du texte. C'est-à-dire, le texte parle de quoi d'une manière générale. Vous pouvez avoir un texte qui parle de la philosophie d'une manière générale, mais sur un aspect de la philosophie. Et donc, ça, c'est le thème. C'est un mot, c'est un concept. Ce n'est pas une phrase tirée du texte, mais c'est un concept. Ça peut être la philosophie, la science, l'art, la liberté, etc. Ou bien philosophie, science, philosophie, liberté, etc. Donc, ça, c'est le thème. Donc, après que l'élève ait recensé le thème de son texte, il passe à la deuxième phase, c'est-à-dire que tout texte que vous avez est une réponse. L'élève doit se dire dans sa tête, tout texte que nous avons est une réponse parce qu'il y a un auteur qui parle et il veut passer une information. On lui a posé une question. Il ne parle pas ex nihilo. Il ne parle pas dans le néant. C'est parce qu'il a une préoccupation de résoudre un problème. Et donc, le problème que l'auteur est en train de résoudre, le problème n'est pas clairement exprimé dans le texte. Au bac, vous n'avez pas un texte où on vous dit, voilà la question que l'auteur tente de répondre dans ce texte. On appelle ça, deuxièmement, la question en soubassement. La question en soubassement, c'est-à-dire à quelle question l'auteur tente-t-il de répondre? Parce que tout texte est une réponse à une question. Donc, cette question-là, elle est sous-entendue. N'est-ce pas? La question en soubassement. L'élève doit avoir le thème. Deuxièmement, il doit avoir la question en soubassement. Qu'est-ce qui a été posé à l'auteur? Qu'est-ce qui motive la réponse de l'auteur à travers ce texte-là? Troisièmement, maintenant, n'est-ce pas, l'élève doit donner ce qu'on appelle la thèse de l'auteur. Il doit trouver ce qu'on appelle la thèse de l'auteur, c'est-à-dire la position, l'idée générale qui est contenue dans ce texte, la position défendue par l'auteur dans ce texte. Et je rappelle une fois de plus, il faut faire la distinction entre le thème et la thèse. J'ai tantôt dit que le thème, c'est un concept ou bien deux concepts, alors que la thèse, c'est une affirmation. Et on ne peut pas se permettre, et on ne peut pas aussi permettre à l'élève, n'est-ce pas, de tirer une phrase dans le texte, n'est-ce pas, ou bien un mot du texte pour dire que voilà la thèse de l'auteur. Donc la thèse de l'auteur, c'est un paragraphe rédigé par l'élève. Après avoir analysé tout le texte, l'élève rédige, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la thèse de l'auteur, que vous appelez communément l'idée générale du texte. C'est la position globale de l'auteur dans le texte. C'est une idée générale, n'est-ce pas? Et que pour que cette idée générale ait un sens, n'est-ce pas, comme je l'avais dit dans le schéma là, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des idées secondaires. Et c'est la raison pour laquelle dans le 4, on va mettre ce qu'on appelle la structure logique du texte. Là aussi, ça pose des problèmes. Pourquoi ça pose des problèmes? Parce que quand on dit structure logique, c'est-à-dire on demande à l'élève de sortir les arguments qui permettent à l'auteur d'étayer sa thèse. On ne demande pas à l'élève de découper le texte en lignes, mais on demande à l'élève de découper le texte en idées, structure logique. N'est-ce pas? Le plus souvent, je dis qu'il y a 2 ou 3 idées qui sous-tendent la thèse de l'auteur. Donc, approximativement, la dissertation et le commentaire philosophique, c'est la même chose. Parce que là où on voit ici la thèse de l'auteur et la structure logique du texte, si c'était une dissertation, nous allons voir ici le problème philosophique majeur et la problématisation. C'est la même chose. Là, ce sera le problème philosophique majeur. Là, c'est la problématisation. N'est-ce pas? Donc, la thèse de l'auteur doit être connue clairement par l'élève, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qu'on appelle la structure logique, ou bien communément, on appelle ça l'idée générale et les idées secondaires. Ça, c'est des idées secondaires, parce qu'un texte a minimum
2 idées secondaires et plus. Minimum 2 idées secondaires. Alors qu'un texte a une seule idée générale. Donc, ça, c'est le travail à faire au brouillon. L'élève n'a pas encore écrit, n'est-ce pas, dans sa copie. Une fois que l'élève, n'est-ce pas, a analysé le texte et il connaît le thème du texte, il connaît la question en soubassement, c'est-à-dire quelle est la question qui est posée à l'auteur. Et il connaît la thèse de l'auteur, c'est-à-dire la réponse de l'auteur face à cette question. Et il connaît les arguments sur lesquels l'auteur s'est fondé pour affirmer sa thèse. Pratiquement, le contenu est bien ficelé. Il nous reste maintenant ce qu'on appelle la rédaction. Encore une fois de plus, la rédaction obéit, n'est-ce pas, comme ce qu'on appelle en dissertation, toute rédaction d'un devoir obéit à 3 parties, ce qu'on appelle une introduction, n'est-ce pas, et l'introduction d'un commentaire de texte, n'est-ce pas, comporte des parties. Premièrement, bien entendu, si on vous a donné un texte et on vous donne les références du texte, c'est un texte écrit par tel auteur, vous êtes obligé peut-être de faire ce qu'on appelle la présentation. Il faut présenter brièvement le texte et dans cette présentation, il faut préciser, on présente le texte et non pas l'auteur. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas le texte, mais c'est la présentation du texte. Ce n'est pas l'auteur, mais la présentation du texte. N'est-ce pas? Deuxième phase. Après avoir présenté le texte, il faut donner ce qu'on appelle la thèse de l'auteur. Mais on ne peut pas venir d'un coup donner la thèse de l'auteur, donc il faut contextualiser. Comme pour parler en dissertation, il faut amener la thèse de l'auteur, contextualiser, avant de donner ce qu'on appelle la thèse de l'auteur. Présenter le texte, contextualiser, qui nous permet d'introduire la thèse de l'auteur, n'est-ce pas? Troisième partie, n'est-ce pas, d'une dissertation, il faut donner ce qu'on appelle la structure logique du texte. C'est-à-dire, il faut donner les idées secondaires. Ce texte peut être divisé en 2 parties. Dans la première partie, l'auteur parle de telle idée, dans la deuxième partie, de telle. Et on n'a pas dit de découper le texte en lignes. Ligne 1 jusqu'à telle, ce n'est pas important. Ce qui est important, ce sont les idées qui sont développées dans les parties, comme on a dit, structure logique. Et dans la 4e partie maintenant, parce que la consigne du commentaire, c'est commenter et discuter, n'est-ce pas? Voilà la question qui est posée à l'auteur. Voilà la réponse de l'auteur. Il faut trouver une discussion. Qu'est-ce que vous discutez? Vous discutez de la thèse de l'auteur, vous discutez de la pertinence de cette thèse-là. Est-ce que vous pouvez avoir une position, n'est-ce pas, qui est logiquement soutenable et qui en réalité réconforte la thèse de l'auteur ou bien qui infirme la thèse de l'auteur? Discuter, ça ne veut pas dire aller dans le sens de l'auteur, simplement, ça ne veut pas dire obligatoirement être en contradiction avec la thèse de l'auteur. Discuter, c'est donner votre point de vue. Là, on demande à l'élève d'apprécier la thèse de l'auteur. C'est ce qu'on appelle annoncer la question de la discussion. L'élève doit annoncer une question pour discuter la thèse de l'auteur. Et donc, voilà les phases d'une bonne introduction d'un commentaire de texte. Présenter le texte, donner la thèse de l'auteur après l'avoir contextualisé, donner la structure logique du texte et donner une question pour la discussion. Regardez ces 2 parties-là. C'est ces 2 parties-là qui vont constituer ce qu'on appelle notre développement. Parce qu'on a dit structure logique, c'est les idées secondaires. Ces idées secondaires que nous avons énumérées dans l'introduction et dont on n'avait pas le temps d'expliquer, l'élève va maintenant se coller au texte et expliquer les idées secondaires sur lesquelles l'auteur s'est appuyé pour affirmer sa thèse. Donc, il développe ces idées secondaires. Donc, dans la première partie, ça, on appelle ça le commentaire. C'est le commentaire, comme on le dit, proprement dit. Ça, c'est le commentaire proprement dit. Donc, lui, il est en train d'expliciter, n'est-ce pas, les arguments que l'auteur a développés dans le texte, bien entendu, en se collant au texte et en se
référant au texte et en citant le texte. Pour commenter un texte, il faut se coller au texte et il faut citer le texte. Parce que tout mot emprunté au texte doit être mis entre crochets parce que ce ne sont pas nos mots, ce sont les mots du texte. N'est-ce pas? C'est ça la première partie qui consiste à commenter le texte. On commente les deux ou bien les trois idées, les trois arguments sur lesquels l'auteur s'est appesanti. Deuxième partie maintenant de notre développement, ça c'était la première partie. La deuxième partie, ça on a dit la question de la discussion. C'est là où l'élève, n'est-ce pas, prend du recul par rapport au texte et essaie de discuter la thèse de l'auteur. Et donc le plus souvent on dit que la discussion doit être très critique. N'est-ce pas? Une bonne discussion doit être très critique parce qu'il ne s'agit pas de réconforter la thèse de l'auteur. On peut montrer les limites de la thèse de l'auteur ou bien on peut même aller jusqu'à compléter l'auteur en disant que l'auteur n'a pas parlé de tel. Et on a dit que un commentaire de texte n'exclut pas d'introduire d'autres citations. N'est-ce pas? Il est parfaitement possible dans le commentaire, que ce soit dans le commentaire proprement dit ici, lorsque vous étayer la position de l'auteur, d'amener des positions qui sont convergentes avec la thèse de l'auteur. Et lorsque maintenant vous faites la discussion, là, c'est là, ce qu'on appelle la discussion, là aussi, il est parfaitement possible de convoquer d'autres auteurs. Donc, c'est ça une bonne introduction en 4 parties. Présenter le texte contextualisé qui nous permet de donner la thèse de l'auteur, la structure logique qu'on appelle le plan, que les élèves ont tendance à appeler le plan, et la question de la discussion. Donc, il faut annoncer la question de la discussion. Encore une fois de plus, c'est une question qui nous permet de discuter. Ultérieurement, donc, c'est une promesse. Et donc, si vous regardez bien, le 3 va nous donner le 1, et le 4, ici, va nous donner le 2. La question de la discussion va être résolue ici, et la structure logique va être résolue ici. Il va manquer, donc, un bon commentaire. Dans le développement, on a 2 phases. La phase où l'élève tente d'expliciter les positions, les arguments de l'auteur, et dans la deuxième phase, où c'est l'élève maintenant qui parle. Et dans la troisième phase, maintenant, qui consiste à faire ce qu'on appelle la conclusion n'est rien d'autre que le bilan du travail. En rappelant les points essentiels et en tirant ce qu'on appelle l'intérêt philosophique du texte. Donc, si on récapitule, il y a 2 phases. La phase qui se fait au brouillon, ça nous permet de trouver le thème, la question en soubassement, la thèse de l'auteur et la structure logique du texte. La deuxième phase, qui est la rédaction, nous permet tout simplement d'avoir une introduction avec présenter le texte, contextualiser pour donner la thèse de l'auteur, la structure logique du texte, la question en soubassement. Le développement en 2 phases, le commentaire proprement dit, où on tente d'expliciter les arguments de l'auteur, n'est-ce pas? La deuxième partie, c'est là où l'élève prend une certaine distance par rapport à la position de l'auteur pour donner un point de vue personnel. Mais ça doit être aidé par une connaissance philosophique avérée. Et la conclusion n'est rien d'autre que le bilan et qui nous permet de trouver, n'est-ce pas, l'intérêt philosophique de ce texte. Donc, voilà ce qui est globalement contenu dans un commentaire de texte. Et j'invite tous les élèves à visiter le site. Nous aurons à faire certainement des exercices d'application parce que là, le cours est très théorique. Peut-être nous aurons une phase où on va faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une application pratique avec des textes à l'appui. Je vous remercie.